Pour ce nouvel épisode de Côte à Côte, direction d'Èvres. Et on a choisi le point le plus haut de la ville de d'Èvres. C'est même le deuxième plus haut point du département du Pas-de-Calais. On est au Mont-Hulin. Je suis avec Kevin Huimet, le responsable de la communication à Eden 62. Est-ce qu'on peut déjà avoir un petit mot sur le paysage qu'on est en train d'admirer devant nous? Oui, comme vous avez dit, on est ici au Mont-Hulin, donc à 204 mètres d'altitude. Donc c'est le deuxième plus haut sommet du Pas-de-Calais, avec derrière nous le Mont Pelé. Le Mont Pelé qui était en fait une ancienne carrière d'extraction de craie pour les cimenteries de d'Èvres. Et ici sur le Mont-Hulin, historiquement, on avait un ancien fort qui avait été construit par François Ier pour justement protéger l'arrière-pays des invasions anglaises et espagnoles. On comprend bien quand on est ici avec cette vue vraiment imprenable sur toute la Cuesta et sur tout le littoral que c'était un point très important à l'époque. C'est encore un endroit où les Dévrois et les Dévroises aiment se promener, admirer le paysage, la biodiversité? Oui, on est vraiment sur un sentier qui est vraiment très utilisé par les habitants locaux. On a deux boucles de 2 km chacune qui font l'une le tour du Mont Pelé, l'autre le tour du Mont-Hulin. On peut combiner les deux. Et donc on a énormément de promeneurs locaux et puis même de randonneurs qui viennent ici s'entraîner parce qu'en plus il y a pas mal de dénivelé comme on a pu voir pour arriver jusqu'ici et donc du coup c'est plutôt intéressant pour les randonneurs dans une région qui est quand même plutôt plate, donc on fait partie des petits sentiers un petit peu sympas. En termes de biodiversité, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors là, on est typiquement sur des coteaux calcaires. Donc vraiment l'intérêt pour la biodiversité, c'est vraiment la végétation qui est typique de ces coteaux calcaires. On a ici 10 espèces d'orchidées différentes qui poussent sur ce site-là. Donc c'est quand même assez exceptionnel dans la région. Et beaucoup d'insectes aussi, dont certains papillons comme l'argus de l'azuré de l'Ajon, un petit papillon bleu qu'on trouve pratiquement que ici et qui est vraiment très rare dans notre région. Quelles activités vous faites? Du coup, c'est de la surveillance, c'est de l'observation, c'est de l'analyse? Alors ici, les gardes nature vont être là pour faire de la surveillance, évidemment, de l'entretien, parce qu'en fait, on est sur des milieux qui sont très ouverts et qui doivent rester ouverts. Si on veut garder ces pelouses calcaires, il ne faut pas que les broussailles prennent le dessus. Donc pour ça, on a des essais qui ont été faits, essais du chariot, essais de la plupart des mouvements. Après, le dragon est monté à blanc et il y a un essai avec les coques. Et à partir de septembre ou octobre 2019, les essais, etc. qui visent sur ce site. Finalement, ces deux sites, on se rend compte que c'est exactement les mêmes missions que sur les autres sites que Eden 62 protège ou pas du tout? On est sur totalement des missions différentes. C'est le même genre de mission. Après, c'est simplement les travaux qui diffèrent selon qu'on est sur un marais, sur un boisement ou sur une pelouse calcaire. Ça ne sera pas les mêmes travaux de gestion, mais l'idée, c'est un peu la même chose. C'est d'entretenir ces milieux naturels. En gros, on protège les milieux naturels, les habitats, pour protéger les espèces qui y vivent. En fait, on ne va pas protéger une espèce en particulier, mais on va protéger l'arrière-pays boulonnais, qui est quand même extraordinaire. C'est vraiment notre mission principale. Kevin, maintenant on se trouve du coup au siège directement, parce qu'il est à d'Èvres depuis les années 90. C'est ça. Combien vous êtes au sein d'Eden 62? Alors au sein d'Eden 62, sur tout le département, on est une centaine. On est une trentaine ici au siège, c'est vraiment le personnel administratif, les chargés de mission, les gestionnaires des espaces naturels, la cellule communication et une partie de l'animation. Combien d'espaces naturels vous protégez? Et on voit, on a la chance dans le département d'avoir vraiment une pluralité d'environnements. C'est le cas aussi dans vos missions et aussi au niveau des secteurs? Oui, en gros, on a un peu plus de 6000 hectares en gestion, une cinquantaine d'espaces naturels. C'est-à-dire qu'on a vraiment la frange littorale et aussi l'intérieur des terres. Donc avec une grande diversité de milieux, on a des terris, on a des bois, des forêts, des marais. C'est vraiment ça la richesse du département du Pas-de-Calais. On a plein de petits espaces naturels. C'est pas des très grands espaces par rapport à d'autres régions. Mais par contre, on a une richesse de milieux, vraiment une grande diversité de milieux différents. Est-ce qu'actuellement, il y a des enjeux de préservation, de protection? Alors oui, plus que jamais en fait. On est dans une région qui est très urbanisée. Et donc en fait, sans ces mesures de protection fortes sur les espaces naturels, ces espaces naturels auraient disparu. En fait, on a la chance que depuis plus de 30 ans, le département a pris cette politique-là à bras-le-corps, ce qui était il y a 30 ans vraiment avant-gardiste pour le coup. Et en fait, grâce à ça, on a réussi à protéger notre littoral et aussi maintenant l'intérieur des terres. Est-ce que vous avez des exemples du coup à nous donner des dernières actions peut-être d'Eden 62? Alors c'est assez riche et varié. En fait, là par exemple, actuellement, on est en train de restaurer une grande roselière au niveau du marais Audomarois. Donc les travaux ont commencé la semaine dernière. Donc des grands travaux pour justement redonner une vraie roselière très riche sur la réserve du Romelard.
Et puis on a fait des petits terrains aussi à côté qui étaient aménagés. On a réaménagé certains sites. Enfin voilà, c'est toujours en mouvement en fait. On a toujours des choses à faire. Les 2 caps forcément. Oui, là, alors les 2 caps, ça c'est en plus avec le département qui gère le grand site des 2 caps. Donc là, c'est plus eux qui s'occupent de la partie opérationnelle au niveau des travaux d'aménagement. Mais il y a eu énormément de travaux qui ont été faits effectivement pour accueillir le public sans dégrader trop le milieu naturel. En fait, c'est ça aussi la grande force qu'il y a eu sur ces travaux-là, c'est qu'on a permis de rendre le Cap Blanc accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas avant, et tout en réduisant l'impact des gens, des millions de visiteurs sur le milieu naturel. Vous parlez du public. Est-ce que justement ils ont aussi un rôle à jouer? Est-ce que justement vous les faites agir dans cette préservation de l'environnement, des différents écosystèmes du département? Alors nous, on a une équipe de 10 animateurs et animatrices nature qui interviennent dans les écoles pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, pour inciter à protéger cette biodiversité. Ils interviennent aussi auprès de plein de divers publics. On fait des animations nature gratuites toute l'année sur nos espaces naturels. Et à côté de ça, on a des opérations aussi pour inviter les gens à mettre la biodiversité chez eux. Ça a été le cas ces dernières années de l'opération 2 mètres carrés pour la biodiversité, où on invite les gens à laisser un peu de nature chez eux, parce que les espaces naturels, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour la biodiversité. Dernière question, comment vous voyez la faune et la flore de notre département ? Elle est très riche, elle est en danger comme partout. Ça par contre c'est un constat qu'on fait partout. Malgré la présence des espaces naturels, c'est très compliqué pour la biodiversité actuellement. Donc voilà, nous notre rôle c'est vraiment de limiter cet impact du changement climatique, de la pollution, de l'urbanisation, enfin de tous ces facteurs-là sur les espèces qui vivent chez nous. Donc nous, notre mission, c'est justement de limiter cet impact et de les protéger le plus possible. Merci en tout cas, Kevin, de nous avoir reçus ici à Dèvres. On va aller sur un autre endroit de Dèvres qui parle aussi justement d'une préservation, mais cette fois une préservation du savoir-faire de Dèvres. Je vous y emmène. Je suis maintenant avec Claude Prudhomme, le président de la communauté de communes de Dèvres-Samé. On se trouve ici au village des métiers d'art de Dèvres. Qu'est-ce qu'on y fait ici ? Ici, on accueille les artisans en pépinière pour un certain temps. Donc, mais c'était surtout, le but était de sauver la céramique. Comment ça s'est passé du coup? Depuis quand on a cette infrastructure? C'était une réflexion qui est venue en 2004 où on voyait que la faïence et la céramique c'était en déclin. On s'est dit on va essayer de sauver le savoir-faire de Dèvres depuis des... Et l'objectif c'est d'aller dans tous les quartiers de Calais. Donc, On retrouve plusieurs métiers. Donc il y a 13 artisans, dont 4 céramistes, ce qui fait qu'il y a 10 métiers différents. Quels sont les autres métiers? Il y a un coutelier, gravure, enfin tous des métiers d'art. Ici, on tient à ce qu'il y ait cet accompagnement parce que la personne va se retrouver isolée dans ses 80 mètres carrés. On est allé avec Florine Curec voir justement l'une de ces personnes qui travaille ici, qui fait vivre justement encore ce métier de la céramique. Je vous propose de découvrir ce reportage de Florine Curec. Elle était avec Marion Leport. Petit coup d'éponge avant le passage au four. Sur ces carreaux de céramique, des motifs emblématiques de Dèvres. Donc ce sont des petits carreaux qui vont partir aux États-Unis pour une commande qu'on a à Nashville, donc dans le Tennessee, pour une designer qui refait une cuisine pour son client. Si aujourd'hui ce savoir-faire local s'exporte aux États-Unis, c'est grâce à Marion Leport. Ancienne cadre dans un grand groupe parisien, la Lilloise a tout quitté en 2022 suite à un coup de cœur pour la faïence de Dèvres. Pendant un week-end, j'ai visité une des dernières faïenceries ici qui était encore debout, qui ne tourne plus mais qui a été un peu sauvegardée. Et en fait, j'ai découvert la faïence de Dèvres, je ne connaissais pas du tout. J'ai compris qu'il y avait des centaines de familles qui vivaient de ça, il y a encore une quinzaine d'années, et que tout était à l'arrêt, qu'il y a eu 4 manufactures qui se sont arrêtées en 10-20 ans. Et voilà, moi, ça m'a donné envie de relancer ce savoir-faire, de faire en sorte qu'il ne soit pas perdu. Après une formation au moulage en plâtre à Paris, Marion installe son atelier au village des métiers d'art de Dèvres. Ici, aucune machine à part les fours, tout est fait à la main avec les mêmes gestes et techniques qu'à l'époque. Je me suis mise à rechercher en fait des anciens faïenciers qui étaient en capacité de me transmettre leur savoir-faire. Donc j'ai été dans les cafés à Dèvres pour retrouver les 06 des personnes, quoi. Et donc j'en ai retrouvé 3, dont un, Anissé Delattre, qui m'a tout transmis.
Pour rester dans la continuité historique, la chef d'entreprise puise son inspiration au musée de la céramique de la commune, des décors qu'elle remet au goût du jour. C'était le cas notamment sur le décor qu'on a là derrière nous, qui est le décor Rouen, la corne d'abondance, qu'on a effectivement réinterprété, tracé plutôt au filaire, enlevé les 5 couleurs, les mouches, les papillons, etc. La forme de la vaisselle a également évolué pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Moi, je suis une maman, j'ai 2 enfants, je vois à peu près ce qu'il nous faut, ce qui est pratique, et surtout que ça passe au lave-vaisselle, au four. Voilà, je voulais de la vaisselle moderne, qui soit belle et qui se transmette, tout en restant dans l'esprit de Dèvres. Je voulais que les gens puissent du premier coup d'œil reconnaître. Je suis avec Véronique Tonnel-Novak. Des Rêves propose une 50aine de références à des prix haut de gamme, des produits qui partent en majorité à l'export. Le marché qu'on adresse, c'est plutôt un marché plutôt à l'export, plutôt aux États-Unis. Ça a l'air de fonctionner par là. Donc on fait ce qu'il faut pour être présent sur des salons. Et voilà, on espère rencontrer en fait des designers, des architectes d'intérieur sur place pour pouvoir distribuer de la faïence de Dèvres là-bas. Preuve qu'elle n'est pas la seule à croire. Telles qu'on pourrait les imaginer assez facilement, mais plutôt par tout un tissu de petits entrepreneurs qui réussissaient à acheter un métier de métier. Hubert, la directrice ici du village des métiers d'art à Dèvres, où est-ce qu'on se trouve déjà là? Alors là, ici, vous êtes dans l'espace central du village, donc dans le cœur du village, où autour on a 11 espaces, 11 ateliers qui sont loués pour les artisans d'art. Donc on a actuellement 13 artisans différents, avec vraiment des métiers différents. Un coutelier, 4 céramistes, une ébéniste, une menuisière, donc vraiment ce sont des métiers différents. C'est quoi le but pour vous? Le but, c'est de créer une émulation, d'accueillir des artisans, de les accompagner pendant les 4 années où ils sont ici, de les aider à se développer. Et puis, il y a beaucoup de collaborations aussi qui se créent ici. Donc, on a des artisans qui travaillent ensemble. Par exemple, le graveur avec le coutelier, la céramiste avec les céramistes travaillent ensemble également. Donc, une belle émulation et beaucoup de travail ensemble. 11 ateliers et au milieu de tout ça, finalement, un four qui est vraiment unique en son genre dans la région. Voilà, on en a 3 même de fours, donc unique dans la région. On a des gens de Lille, de Paris qui viennent ici cuire de très grosses pièces, parce qu'on ne trouve pas des équipements comme ça autour de chez nous. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement, ces artisans, quand ils ont découvert la structure? Alors, quand ils ont découvert la structure, c'est un bien, ils ne se sentent pas seuls en fait. Créé par Gabriel Chanel, évidemment nous sommes ici, ils créent du lien. Beaucoup de liens et ils ont toujours une oreille attentive, que ce soit nous ici ou les autres artisans, il y a toujours une oreille attentive pour parler des problèmes ou pour parler des réussites, etc. Donc voilà. L'union fait la force finalement? Tout à fait, oui, c'est ça. Au niveau des salons, est-ce que justement le public peut venir découvrir le village? Est-ce que justement il y a des interactions qui se créent aussi? Oui, ici au village, on crée des événements régulièrement. À l'issue de ça, forcément, quand on voit ces artisans, ils commencent à être connus, il y a Goussio, etc., il y a des céramistes. L'idée, c'est ensuite d'exporter le savoir-faire, c'est de le mettre en avant au niveau des salons, au niveau des concours? Tout à fait. On a le Salon international des métiers d'art a eu lieu à Liévin le week-end dernier. On a 4 artistes. Il était plutôt parti sur un monument plus modeste en fait, mais... Qui a été primé Jeune Talent, et Clément Delattre pour l'entreprise Goussio, qui a reçu le prix Développement Durable. Donc c'est une belle récompense pour eux. Les dons ont afflué et ça lui a permis de construire cette église. Je suis maintenant avec Élise Dubois, une ébéniste d'art qui a été récompensée, justement. Félicitations déjà pour cette récompense. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une belle reconnaissance. Je ne m'attendais pas forcément, donc ça me fait vraiment plaisir de recevoir ce prix-là, surtout aux côtés d'artisans qui sont si talentueux, quoi. Donc c'était vraiment super, et puis ça donne un bon coup de pouce en fait pour lancer l'entreprise, parce que c'est vrai qu'en ébénisterie il y a beaucoup d'investissements, donc c'est vraiment top. J'allais y venir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours professionnel jusqu'à ici?
Ouais, bah moi alors avant j'avais fait des études de droit et puis après j'ai fait un virage à 90, j'ai fait un CAP donc du coup avec les Compagnons du Devoir à Villeneuve d'Ascq là. Puis ensuite je suis partie dans les Vosges pour faire un brevet des métiers d'art. Dans le Grand Est, voilà, il y a beaucoup les métiers du bois et puis c'est une grosse région. Ça a été mis à l'abri dans une cave et on l'a pas encore assez, donc j'ai continué avec une 3e année. C'est une année spécialisée vraiment dans les métiers d'art. Et donc ensuite, je suis arrivée ici, je suis revenue dans ma région de cœur et puis je viens d'installer du coup mon atelier pour faire. On sent que là déjà on est très très haut. Dèvres ? Non, pas de Dèvres. Je suis sur la côte d'Opale en fait. Donc je suis revenue dans le coin, voilà. Et en quoi ça vous a poussé de venir ici ? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Le village des métiers d'art, ça permet vraiment d'avoir déjà chacun a son espace avec son propre matériel et tout ça, mais il y a le côté vraiment collectif où ça crée une synergie, on peut parler avec les autres, avoir les retours d'expérience, et puis ça peut même amener après des collaborations, faire découvrir ce que je fais aux clients potentiels et puis partager ma passion aussi en même temps. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Élise. Bon, maintenant qu'on a pu voir un petit peu le savoir-faire, que ce soit le bois aussi, la céramique, on va forcément aller, quand on parle de Dèvres, on parle forcément du musée de la céramique. Je vous propose d'y aller tout de suite. Dans le musée de la céramique, on se rend très vite compte de l'importance de la faïence dans l'histoire dévroise. Elle accompagne la vie de ses habitants sur plusieurs générations. La visite du musée est une balade dans le temps, mêlant savoir-faire, tradition et fierté locale. Comme dans cette première pièce du musée, elle nous plonge dans l'une des institutions de la ville des années 1900, chez Mademoiselle Chrétien. C'est une véritable mise en condition des visiteurs, puisqu'elle offre une ambiance étonnante. On est en fait dans un café. On a pu reconstituer l'ambiance d'un café que les Dévrois ont connu et qui finalement représente assez bien la vie très animée de cette ville du temps des manufactures. Mais l'amour entre Dèvres et la céramique est loin de débuter avec les manufactures. Les origines et les premières pièces datent de plus de 2 millénaires. Ce qui est assez exceptionnel à Dèvres, c'est la de bâtiments différents. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce fort ? Alors oui, on a eu une très belle réhabilitation, c'est vrai. La terre cuite vernissée, qui est le début de l'aventure céramique de Dèvres. Par contre, les pièces qu'on a ici sont relativement récentes, elles sont des 17e, 18e siècles, alors qu'on sait que Dèvres a produit des objets de terre cuite dès l'époque gallo-romaine. Ça nous emmène très loin en arrière. La première période de production faïencière arrive bien plus tard, en 1765, avec l'arrivée d'une famille lilloise, les Fourmentreau. Ils arrivent à Dèvres pour donner naissance à l'une des plus grandes familles faïencières. Finalement, Calais était divisé en 2 villes bien distinctes, en s'inspirant de la porcelaine chinoise pour le contraste du bleu et du blanc, tout en y apportant leur propre vision. C'est pas du tout ces produits très identifiés, qui sont de style Rouen, qui sont assez sophistiqués. En fait, ce sont des pièces de forme simple, mais qui ont des décors presque modernes, extrêmement spontanés, qui donnent l'impression d'être spontanés. Et on a choisi d'ailleurs de prendre l'une de ces pièces comme emblème. On retrouve le personnage ici, qui représente le musée. Qu'est-ce qu'il représente du coup, ce personnage ? Alors, c'est très intéressant parce que là, on a une scène du quotidien. Ce que l'on voit, c'est une dame qui fait ses courses. En fait, elle est au marché. Alors, elle est prénommée Anne. Dèvres est aussi connue pour un autre motif. C'est ce fameux cavalier, dont on a quelques représentations. On s'est amusé à vous mettre aussi la position de ce décor sur des carreaux, parce que ce n'est pas exclusivement réservé au plat, mais voici un petit florilège de cavaliers qui évoque ce qu'on a pu considérer comme un modèle emblématique, un décor emblématique de Dèvres. Malgré des pièces qui se vendent aux 4 coins du monde, cette faïence commence à s'essouffler après plus de 50 années de fabrication. Les 4 grandes familles installées à Dèvres réinventent une toute nouvelle production, celle des carreaux de faïence. Avec ce produit de luxe commence alors l'âge d'or des manufactures. L'artisanat laisse place à l'industriel. On travaille avec des moules. Tout doucement, les moules entrent
dans le processus de fabrication, même si au début on voit que les pièces étaient encore tournées, mais c'est vrai qu'on va se distinguer, on va se détacher de lieu qui se visite librement, puisqu'on a... On détache tout à fait de ça pour arriver à un univers dont l'objectif est la production massive, la montée aussi en qualité des pièces et surtout la spécialisation finalement des ouvriers et la naissance des métiers. Il s'agit alors pour Dèvres de se faire un nom sur un marché européen très concurrentiel. Pour cela, les manufactures peuvent compter sur la main-d'œuvre locale. Ce sont plusieurs milliers de Dévrois qui vont travailler dans la faïence. La question du rendement, elle est cruciale en fait. De ce fait-là, on mécanise le processus de fabrication, on en arrive à des décors qui sont rapides à produire, et là, la main de l'homme n'est plus utile que pour répéter des gestes. Là, en l'occurrence, les carreaux sont décorés grâce à des pochoirs. Ça a généré la création, pour le 19e siècle, en tout de 7 manufactures, dont 3 sont devenues centenaires et ont même vécu presque jusqu'aux années 2000. Actuellement, 3 entreprises continuent à défendre ce savoir-faire et s'inscrire dans cet héritage, un héritage que le musée veut faire perdurer avec un magasin de seconde main à la fin de la visite du musée. Les Dévrois, pendant plusieurs générations, ont vécu par la faïence, pour la faïence, dans la faïence, jusqu'à être eux-mêmes des collectionneurs. Beaucoup de Dévrois ont des pièces chez eux et par contre se pose la question de leur devenir. Et pour nous, ce qui compte, c'est que ces objets qui ont été aimés par les Dévrois, qui ont vécu avec eux, finalement connaissent une seconde vie. Ce que je trouve assez génial, c'est que, en fait, on a des Dévrois qui déposent des pièces et qui en achètent d'autres. Et ça, effectivement, c'est assez extraordinaire parce que je pense qu'au fond, ce lien n'est pas rompu. Et s'il fallait une preuve supplémentaire que les Dévroises et les Dévrois sont attachés à leur histoire, à leur savoir-faire, je suis avec Guillaume Carpentier, Bonjour. le gérant de la boulangerie-pâtisserie Le Miroir de Faïence ici à Dèvres. Forcément, on vient me voir pour une spécialité en l'honneur de cette faïence. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce chocolat? Oui, c'est un chocolat qui a été créé par nos prédécesseurs pour rendre hommage à la faïence de Dèvres. Même si vous n'allez pas nous dévoiler toute la recette, forcément il y a des secrets. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce qu'il y a dans ce chocolat? On va dire que c'est un mélange de chocolat, dont le mélange est secret, avec un croquant dedans, et voilà, tout est fait à la main, comme vous avez pu constater. Au niveau de la réalisation, donc on a parlé du goût du chocolat, qui est très secret, on a compris. Et sur le dessus, en fait, c'est le même système que la faïence d'avant, c'est par pochoir. Écluse. Ce pont écluse permettait de bloquer. Quelles sont les étapes du coup? Donc, premièrement, on coule notre mélange de chocolat. Ensuite, on laisse refroidir. On coule une deuxième couche de chocolat blanc qui est recouvert dessus, qu'on laisse aussi prendre. Et ensuite, on vient passer notre pochoir avec l'aérographe. Et tout est coupé à la main, tracé et coupé à la main. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus aussi sur le motif, forcément, de cette faïence? Et en plus, c'est bleu, forcément, il y a un clin d'œil aussi. Voilà, le motif représente la faïence de Dèvres. Comme on a une collaboratrice qui, justement, s'est relancée dans la faïence dernièrement. Et c'est essentiellement le carreau de Dèvres. Bon, Guillaume, est-ce qu'on peut se le goûter, ce miroir? Pas de souci. Hop. J'en ai entendu parler déjà. Alors. Très bon. Très bon. Franchement. Voilà. On a envie d'y retourner, je pense d'acheter des grands ballotins. Voilà. Merci en tout cas, Guillaume. Si vous voulez, il y a des ballotins de 50 miroirs en vente. Bon je vais faire un petit clin d'œil et je vais voir avec la rédaction pour en ramener un. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume. Mais de rien. On a pu, à travers ce long format, voir à quel point les Dévroises et Dévrois sont fiers de leur territoire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le côté nature, il y a le côté savoir-faire, il y a encore l'économie qui se relance. On a vraiment apprécié pouvoir profiter de tout ce que Dèvres a à nous offrir en termes de richesse, de patrimoine et d'histoire.